Voilà, donc aujourd'hui, c'est la présentation du métier de Monsieur De Smet que je vais appeler tout au long de l'interview David. Donc voilà. David, pouvez-vous nous donner votre profil académique? Ben, c'était encore à l'époque où la licence se faisait en 4 ans, donc j'ai fait 4 ans à l'université de Mont-Sénaud. Donc à l'époque, on faisait encore les passerelles avec tout ce qui était Polytech, je ne sais pas ce qu'il en est maintenant, mais c'est vraiment le seul parcours académique que j'ai fait. Donc j'ai fait mes 4 ans à l'UNIF et puis je suis rentré dans le monde du travail. Ok, donc vous avez été diplômé en quelle année? En 2002. Ok. Alors, où travaillez-vous? Alors de base, je suis dans ma propre société, donc j'ai créé ce qui s'appelle Alter Info et avec cette société, je suis freelance pour d'autres structures. Pour le moment, je travaille notamment pour mon plus gros client qui est Candriam Asset Management et je suis technical leader, c'est-à-dire que j'ai la responsabilité des choix technologiques de tout ce qui concerne le reporting qui est fait dans cette banque. Ok. Il me semble que vous avez une deuxième fonction Oui. pour... Oui. En fait, là, c'est une ESBL qu'on a montée dans l'éducation pure et dure. Et là, je suis vraiment architecte parce qu'à la base, j'étais quand même développeur. Et le but était vraiment de faire une solution d'e-learning mise à disposition d'écoles. Et donc Ok. là, c'est toujours la même notion, technical lead, architecte, c'est plus ou moins 2 termes qui veulent dire la même chose. Ok, d'accord. Alors, donc, dans votre métier de technical lead, quelles sont finalement les missions principales? La mission principale, c'est ce qui ne se fait pas au travail, entre guillemets. C'est avoir cette veille technologique qu'on est obligé, entre guillemets, d'avoir en IT pour rester au goût du jour parce que les technologies changent tous les 6, 7 mois. Et donc, ça, c'est vraiment la principale chose. Et puis après, c'est pouvoir dire et défendre son point de vue pour cette solution-là est meilleure que celle-là pour telle ou telle raison. Et après, donc, quand on a fait ce choix technologique, c'est après, il faut le suivre pour que tout soit valable et qu'on puisse faire fonctionner toute la banque à ce niveau-là. Ok. Donc, ça, enfin, de ce que vous m'aviez expliqué, c'est une des missions. Mais donc, vous aviez bien mis que c'était vous assurer du bon fonctionnement des Oui, diverses applications et projets, de valider les choix technologiques pour le développement en cours et à venir, répondre aux questions techniques, qu'elles viennent de développeurs ou de l'infrastructure ou du business, participer aux décisions d'achat de produits et de services et la mise en place de dashboards de contrôle. oui. C'est cela? Mais c'est vraiment ça, en fait. Le Ouais. fait d'arriver avec, en disant, on va mettre cette solution-là en place, ça implique toute la chaîne de, on va Ouais. acheter la solution, on ne va pas l'acheter, on va en prémisse, on va en pass, en phare, en SaaS. Donc, c'est toutes les méthodologies qu'on peut faire. Et dès qu'on a mis cette solution en place, il faut que ça fonctionne. Donc, il faut être là au jour le jour pour qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui fonctionne, pourquoi cette partie-là fonctionne bien et pas celle-là. Et donc, c'est vraiment toujours répondre aux gens pour leur dire, voilà, on a mis ça en place, c'est ça que tu dois utiliser maintenant et c'est comme ça que ça fonctionne. Et le dashboard, bah, c'est le monitoring pour vérifier que tout fonctionne partout. Et donc, bah, ça fait partie aussi du même fonctionnement de prouver que ce qu'on a fait fonctionne pour tout le monde. Donc, avec des KPI et ainsi de suite. OK. Est-ce que vous pourriez un peu nous décrire votre journée professionnelle type? Alors, si je fais ça, je suis pas sûr que je vais intéresser mes futurs collègues parce qu'en fait, le métier de technical lead, c'est en partie se retirer du clavier. Donc, c'est-à-dire qu'on code, mais on code beaucoup moins qu'avant. Parce qu'il y a toujours ces réunions, ces choix technologiques à faire, donc ces études et ainsi de suite. Et donc, je dirais qu'une grosse partie de mon temps, c'est vérifier ce qui est sur le marché, vérifier toutes les évolutions, voir tout ce qui se passe. Donc, c'est vraiment cette veille. Et puis, ben, c'est vraiment aller chez le client pour dire et justifier. Donc, c'est faire beaucoup de documentation, beaucoup de rapports pour faire des tests. On fait aussi énormément de POC, donc c'est ce qu'on appelle un proof of concept, pour vérifier tout ce qui se passe. Et donc, on gère l'équipe, on travaille avec l'équipe, mais on n'a plus ce côté où on passe 8 heures par jour derrière un clavier à faire du code pur et dur. Il y a vraiment une grosse partie de réunion et d'organisation qui est mise en place. C'est comme quand on fait chef de projet, c'est la même chose. On s'éloigne un peu du codage, même si la base qu'on a appris est très importante et fait qu'on peut avancer et travailler dans ce monde-là. OK, merci. Finalement, quelles sont les compétences nécessaires pour ce métier?
La première compétence, ce n'est pas une compétence IT, c'est vraiment pouvoir parler aux gens. Parce que là, c'est vraiment, on ne fait que ça quasi la moitié de son temps. Et au niveau IT, c'est toujours avoir une base assez ouverte. Donc, c'est-à-dire que c'est ce qu'on fait un peu à l'UNIF. À l'UNIF, on voit de la DB, on voit du développement, on voit du Java, du C#, ainsi de suite. Sauf erreur, maintenant, c'est toujours Oracle avec Monsieur Wisen que vous voyez. Mais voilà, et après, quand on sort, il faut élargir cet horizon, mais toujours garder cette base pluridisciplinaire. Et ça, c'est vraiment le plus compliqué, et c'est un choix de carrière qui se fait, entre guillemets, assez tôt, parce qu'autrement, on va devenir expert dans un domaine, et donc ça deviendra très compliqué de devenir ce qu'on appelle technical lead sur un multidomaine, comme c'est fait chez Candriam. Ok. Donc vraiment, c'est cette multidisciplinarité qui est importante. Ok. Ce que vous aviez mis aussi comme compétence, c'est finalement pouvoir résister aussi au stress et à la surcharge de travail. Mais ça, je pense qu'ils le savent tous le faire. Après avoir des sessions d'examen à l'UNIF, je pense que le stress est quelque chose de maîtrisé, connu, et il n'y a pas meilleure école que ce genre de choses-là. Ok. Alors maintenant, finalement, la dernière question importante pour les étudiants, c'est finalement quels sont vos conseils de type insertion professionnelle pour ben voilà, les futurs jeunes diplômés. Donc finalement, qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour pouvoir s'insérer professionnellement au mieux possible? La première chose à savoir, c'est se dire que quand je sors de l'UNIF, je ne sais rien. Donc j'ai toutes les bases, on m'a appris à apprendre, mais c'est le plus important. C'est cette compétence de vouloir apprendre et de vouloir évoluer qu'il faut mettre en place. C'est ce qui va faire qu'au niveau professionnel, c'est la chose qui sera mise le plus en avant et le plus intéressant. À savoir que beaucoup de sociétés vont avoir du mal à engager un junior, parce que justement, il y a cette crainte de est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose avec? Est-ce qu'on va pouvoir avancer? Et donc, il faut pouvoir se dire que je ne sais rien et que je veux toujours apprendre. Donc, il existe une multitude de plateformes pour le faire, des tutos, des bouquins, des choses à lire. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire de manière constante et avancer à ce niveau-là. Ça, c'est la première chose à faire, la plus importante. Et il faut aussi se dire qu'on a toujours envie de travailler, toujours envie de s'amuser avec de l'informatique, parce que de base, pour moi, et comme beaucoup des anciens élèves avec que je côtoie encore, l'IT est avant tout un plaisir et une passion avant d'être une obligation. Dans le métier que je fais, il est régulier que je fasse entre 60 et 70 heures semaine, et donc ça implique plein de soucis au niveau vie de famille. Donc si je n'avais pas ce plaisir de l'IT, qu'il faut absolument conserver, ben, c'est pas possible. Ok. Ben voilà, je pense que, enfin, est-ce que vous avez d'autres choses peut-être à dire, à partager avec nos étudiants? En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut toujours se dire que l'informatique, quand on sort de l'UNIF, on a appris quelque chose et on va faire un choix de carrière qui sera seulement fait dans les 4-5 ans. Au début de carrière, on va se dire: «Beh, j'ai trouvé un métier, donc je suis déjà content de le faire». On va se lancer dans un monde et après on va se rendre compte 4-5 ans plus tard que ce monde n'est peut-être pas celui qu'on veut, et c'est là vraiment dans 4-5 ans qu'on va vraiment faire ce choix de carrière définitif. Si je prends le cas d'anciens étudiants avec qui j'étais là, bon évidemment ça remonte en 2002, mais nous avons notamment dans le groupe avec qui j'étais un directeur IT complètement, donc il a vraiment fait le choix d'arrêter le développement et de travailler. Il y a un autre, lui, il est responsable développement au niveau de la Banque nationale, et donc lui a vraiment gardé ce côté développeur pur et dur à évoluer. Et en fait, moi, j'ai pris le virus de la part de monsieur Wisen. C'est ce côté, j'aime la DB, j'aime la BI, et c'est vraiment là que c'est venu. Alors que ma carrière, à la base, j'ai quand même commencé comme prof. Donc en sortie de l'uni, j'étais prof IT, et maintenant je me retrouve technical lead, vraiment à l'opposé. Il y a toujours cette fibre, d'explication derrière, mais c'est vraiment à l'opposé de carrière. Et ce choix a été fait au bout de 4-5 ans, quand je me dis: «Là, je connais, mais j'aime bien, ça j'aime pas». Et donc c'est vraiment se dire que quand on choisit un début de carrière, beh, c'est peut-être pas ce qu'on va faire tout de suite après. Et l'autre chose aussi importante, d'autant plus dans le monde actuel avec le covid et tout, c'est bien beau de se dire qu'informaticien égale voiture de société égale avantage ou quoi que ce soit, mais arriver chez un employeur en disant: «Moi, je veux une BMW au bout de 2 ans»,
c'est peut-être pas le bon plan non plus. Je ne dis pas que c'est ce que vous allez faire, mais c'est ce qui arrive de plus en plus souvent maintenant dans le monde du travail où l'IT se rend compte qu'il y a un besoin, qu'il y a une demande et beaucoup de gens arrivent avec des demandes vraiment qui sont exponentielles. Et cette demande, en fait, il faut la faire au bout d'1 an, quand on a prouvé ce qu'on valait sur le monde du travail. Et alors, à partir de ce moment-là, l'employeur va commencer à lâcher du lest de manière très importante et c'est vraiment là que ça devient intéressant de discuter. Ok. Donc voilà. Alors, est-ce que des étudiants parmi nous ont des questions pour David? Donc, ça peut se faire oralement ou sur la conversation de la réunion. N'hésitez pas, hein. Je ne mords pas, vous savez. Non. Moi, j'ai peut-être une question en attendant que peut-être les étudiants établissent leurs questions. C'est finalement, vous avez aussi fait le choix d'être indépendant. Oui. Vous êtes indépendant temps plein. Oui. Est-ce que, d'abord, quand vous vous êtes installé en tant qu'indépendant, quel était votre objectif? Est-ce que vous vouliez devenir indépendant pour peut-être la liberté de mouvement ou il y avait d'autres objectifs? Mais ce qui est, c'est que je suis devenu indépendant sur un coup de tête et suite à la crise de 2008. Donc c'est-à-dire que j'ai perdu mon contrat, en tant qu'employé et au bout de 2 jours, j'étais contacté par un ancien chez qui j'avais travaillé et donc je me suis lancé comme indépendant au bout de 2 jours. Vu la crise, j'ai trouvé que c'était dangereux mais intéressant, d'autant plus que je travaillais à l'époque au Luxembourg. Mais c'est un choix que je ne regrette absolument pas et c'est un choix que je ne referai pas non plus en arrière. Pour moi, il est hors de question de retourner comme employé à cause justement de cette liberté et ce choix de pouvoir dire: «Je fais ce que je veux comme métier. J'ai des obligations, mais je fais vraiment ce que je veux». Par contre, se lancer indépendant, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire trop vite non plus, parce que le plus important là-dedans, c'est d'avoir un réseau et donc ce réseau va s'acquérir au bout de 2, 3, 4 ans et c'est là que ça devient vraiment intéressant de le faire. Et encore une fois, un indépendant junior, peu de gens vont vouloir l'engager. Ou alors, on va vous engager à un tarif tellement bas que c'est pas intéressant et donc le risque est énorme. Sachant que quand on est indépendant, comme beaucoup le savent, on a eu la crise, pendant 2 mois, j'étais sans travail, donc il faut bien prévoir le coup avant et donc c'est quelque chose dont il faut bien vouloir et il faut se rendre compte aussi qu'indépendant, c'est minimum 4 à 5 heures de boulot en plus par semaine. Il faut faire toutes les fiches de paie, il faut prévoir tout ce qui est, TVA, tout ce qui est contrat donc et ça, c'est vraiment quelque chose qui prend aussi du temps. Mais c'était un choix de carrière qui est vraiment venu, qui était pas du tout prévu, mais que je ne regrette pas et je ne veux plus jamais revenir en arrière. OK. Alors, est-ce qu'un étudiant a une question? Personne? Peut-être, je vais poser une question que peut-être certains étudiants se posent mais n'osent pas la développer. C'est finalement quand on est indépendant informaticien, à quoi on peut s'attendre comme revenu, comme salaire mensuel? Alors si je réponds à cette question, je fais peur à tout le monde. Parce qu'en fait, mon salaire à moi, il est de 1 000 € par mois. C'est tout. Mais c'est 1 000 € d'argent de poche. Je ne paye rien d'autre. Tout est payé par ma boîte. Et donc c'est un choix de carrière complètement qui est fait dans ce sens-là. Mais on peut espérer quand on devient technical lead, donc dans le cas où je suis, de pouvoir gagner entre 650 et 850 € de la journée. Attention que c'est un tarif brut dans Mmh. lequel il faut retenir toutes les charges commerciales, toutes les charges qui sont avec le bâtiment, le matériel. Il faut prévoir aussi pour ses congés parce que quand on a des congés, on ne travaille pas et donc oui, c'est très bien payé, mais c'est ce que je disais tantôt, c'est 60 heures de travail facilement par semaine, pur et dur, plus le temps passé derrière et technical lead n'est même pas encore le métier le mieux payé au niveau de l'IT. Il y a encore des choix de carrière qui peuvent être encore beaucoup plus intéressants,
Si on veut vraiment se dire que c'est pour... Allez, on a vraiment une affinité, tout ce qui devient BI et tout ce qui devient intelligence artificielle, c'est pour le moment ce qui le paye le mieux. Ou alors, il faut vraiment avoir des choses de niche. Ça peut paraître débile et ça peut paraître étrange, et je sais qu'il y a encore des cours qui se font en assembleur et du COBOL, donc c'est des choses qui sont des 1960, ben, ce sont les métiers les mieux payés, donc, mais il faut le vouloir. Là, on peut gagner jusqu'à 1 500 € de la journée, facilement. Mais c'est un choix de carrière et à voir vraiment ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut vraiment s'amuser dans ce qu'on fait ou est-ce qu'on va juste faire ça pour de l'argent? Sachant que quand on fait ça pour de l'argent, on tient un temps et après c'est terminé parce que les contraintes sont tellement conséquentes et le temps que ça prend est tellement conséquent que bah voilà, il y a des pertes derrière ou quoi que ce soit et c'est irréparable. Si je prends mon cas, ben, j'ai pas vu mon fils la première année de sa vie. J'étais pris par le boulot, j'étais au Luxembourg, je gagnais très bien ma vie, mais j'ai pas vu mon fils. Et c'est un regret que j'aurai tout le temps. Donc c'est quelque chose qu'il faut bien faire attention quand on se lance ou quand on fait quelque chose des conséquences que ça a. On a la chance d'avoir un métier qui est demandé partout. Donc ça peut avoir comme conséquence qu'on peut négocier son rythme de vie avec des jours de télétravail, des jours de congé. Et c'est quelque chose qui parfois a beaucoup plus de valeur que d'avoir une BMW à la sortie de la voiture, à la maison. Mais c'est un avis personnel, mais qui devient très partagé dans tous ceux avec qui j'étais à l'UNIF. Alors juste pour info, quand je suis sorti, c'était pas compliqué, on était 7 en même temps. Donc c'est très facile d'avoir encore des contacts avec tout le monde. Et on est plus ou moins tous dans le même cas, c'est-à-dire il y a des choses qu'on regrette parce qu'on a pensé qu'à un moment, ça ou ça, et on n'a pas pensé à nous. Ok. Tantôt, vous avez dit que vous étiez indépendant et que vous aviez. Je voulais savoir si donc vous êtes installé en tant que société. Vous avez des employés ou vous êtes seul? Alors là, c'est assez compliqué parce qu'en fait, il y a 3 structures dans lesquelles je travaille qui m'appartiennent. Donc, il y a une SBL et 2 sociétés. Et si je prends l'entièreté des personnes, il y a 7 personnes qui travaillent pour moi. 7 personnes temps plein au niveau IT, pur et dur. À côté de ça, il faut ajouter toutes les personnes qui travaillent sur les projets. Et donc, si je prends la totalité des 3 sociétés, on est 14. Ok. Donc, c'est aussi du temps à vouloir passer avec ces gens-là. Voilà, c'est ça. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'en avez pas, vous pouvez le mettre dans la conversation de la réunion. Si vous en avez, c'est oralement. Voilà. Monsieur. Oui, mais non, enfin, c'est pour dire non, j'ai pas spécifiquement de questions, c'est pour le préciser, mais oui. Ok. C'est intéressant, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de question qui me vient spécifiquement. Ok, d'accord. Moi, j'en ai une alors. Je vais en profiter vu qu'on a un peu de temps. Quelles sont vos attentes, vous, en tant qu'IT, par rapport au monde actuel? Qu'est-ce que vous espérez pouvoir faire? Donc, entre guillemets, dans quelques mois, vous avez fini vos études. Et quelles sont vos attentes par rapport à l'IT? Bah, trouver un emploi qui soit intéressant, ce serait déjà bien en fait. Parce que, ouais, bon, c'est déjà pas la situation quelle sera la situation dans un an? Parce que, bon, même si le secteur est porteur, on sait jamais. Et puis, oui, non, juste avoir quelque chose qui soit intéressant. Ouais, travailler avec des technologies intéressantes, dans une ambiance sympathique. Découvrir de nouvelles choses, tout ça, ouais. Enfin, pour ma part, après, je sais pas les autres. N'hésitez pas. Voilà. Yacine, tu peux. Alors, moi j'allais poser une question, mais en fait vous y avez répondu directement dans quand vous avez parlé. C'était que au départ, je comptais me mettre directement, enfin créer directement ma propre société ou du moins travailler en personne physique par moi-même. Et du coup, vous m'avez répondu directement que c'était pas vraiment une bonne idée quand on n'a pas de réseau directement sortant de l'université, quoi. Voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, vous pourrez le faire, vous aurez des contrats, mais le réseau va amener cette résilience de contrat et le fait que, entre guillemets, on n'arrête jamais. Autrement, voilà, entre chaque contrat, il faut en plus de son travail chercher un boulot. Il faut se dire que qu'est-ce qui se passe dans un mois, j'ai fini. Et donc, c'est vraiment un stress quotidien. Maintenant, il est toujours possible de le faire, mais ça va être c'est des choses vraiment de niche ou vraiment
il faut vraiment prouver qu'on a un bagage énorme directement. D'autant plus qu'on ne va pas se mentir, avec le monde IT actuel, on a beaucoup de concurrence qui vient des pays étrangers à côté. Et donc, ce besoin d'IT se fait de moins en moins sentir, il est de plus en plus large. Et donc, se lancer directement, c'est très, très dangereux et très, très compliqué. D'autant que se lancer, ça implique de mettre des sommes d'argent disponibles. Et par contre, je vous invite vraiment, si vous vous lancez, à réfléchir à très rapidement lancer une société. Ouais, tout à fait. C'est beaucoup plus intéressant au niveau impôts et taxes. Mais c'est surtout que la première fois que vous avez votre salaire et que le comptable vous dit pas de touche, parce qu'en fait, il y a les impôts qui vont tomber. Comme tu es en personne physique, tu auras 75% d'impôts à rembourser. Ça fait très mal. Pour info, le calcul est assez simple. Si on gagne plus de 72 000 euros par an, une société est d'office avantageuse. Ok. Mais encore une fois, c'est la somme brute. Hein. Donc, c'est le gain qu'on a. Il faut décompter après tout ce qu'il y a, toutes les taxes, tout ce qu'il faut payer à ce niveau-là, quoi. Pour vous donner un ordre d'idée, 72 000 euros, ça fait un salaire de 1 750 euros par mois, plus ou moins. Ok. Est-ce que d'autres ont des questions ou... Je vois que Monsieur Palgen n'a pas de questions. Monsieur Delaby, est-ce que vous avez des questions? Non, je n'en avais pas spécialement. Ok. Bien, Monsieur Snessen, est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Ok. Monsieur Sally? Non, c'est bon pour moi. Ok. Bon, ben voilà. Je ne sais pas si vous vouliez dire quelque chose pour finalement compléter et finir cette séance de présentation de votre métier auprès des étudiants. Non, c'est juste que voilà, moi, c'est un choix de carrière que je ne regrette pas du tout, que du contraire, et qui permet beaucoup de facilité au niveau de la vie derrière. Donc, ce côté où on n'a pas besoin de chercher un boulot très peu. Et l'IT, c'est juste toujours se tenir au goût du jour et toujours rester, mais vraiment rester en mode veille. Parce que ça change tellement vite et tellement souvent que ça devient très compliqué. Pour donner un ordre d'idée, j'ai commencé, quand j'ai eu cours à l'UNIF, c'était Oracle 2. On est à Oracle 11 maintenant. Et donc, s'il n'y a pas cette veille technologique, on est complètement dépassé. Et c'est là que ça devient très, très dangereux. Et alors là, c'est très méchant. Mais quand on arrive là, la seule solution, c'est rentrer dans l'administration. Donc, Je voulais juste demander une petite question. Est-ce que ça ne devient pas épuisant et ennuyeux à force de toujours devoir se tenir au courant? ce qu'il y a, c'est qu'au début de carrière, on a un éventail de compétences qu'on va vouloir tenir. Donc, on va vouloir apprendre ce qu'il est de développement, donc que ce soit Java, .NET, Blazor, des choses comme ça, et tout ce qui est DB. Et au bout de 4-5 ans, ce faisceau de connaissances va se réduire. Et c'est vraiment au moment où il se réduit que ça devient vraiment je sais ce que je veux et j'arrive et je n'utilise plus que ça. Donc pendant 3-4 ans, il y a vraiment ce travail à faire. Mais par la suite, ça devient beaucoup plus facile de se dire je n'ai plus que ça à étudier, même si ça fait encore pas mal d'heures. Mais voilà. Et donc, il ne faut surtout pas hésiter à se mettre dans les newsletters de plein de sites, que ce soit de Microsoft, de .NET Curie, des choses comme ça, pour ne pas avoir à faire la veille nous-mêmes, à recevoir l'information. Et l'information qu'on reçoit, on en fait un tri. Et dans ce monde-là, il n'y a pas de bête chose, il n'y a pas de bête monde. Même se dire, voilà, j'ai fait l'UNIF, donc je n'irai pas sur ce site-là. Il ne faut vraiment pas se le dire parce que ce site-là va peut-être pour une fois vous donner une information importante. Et une newsletter, ça se lit en 30 secondes. On voit très vite les points et on sait très vite ce qu'on peut faire. Et donc, le choix arrive déjà à fait. Mais à savoir qu'au niveau veille technologique, de mon côté,
je passe encore au minimum 5 heures par semaine à étudier. Mais c'est un plaisir parce que c'est de l'étude avec des contraintes tout à fait différentes et c'est ce que j'aime bien faire. Donc c'est pas comme on a fait à l'UNIF, moi, sans méchanceté aucune, mais à l'UNIF, c'est pluridisciplinaire, donc on a tout vu. Je me souviens d'affreux cours de maths à avoir eu durant ma scolarité. Mais il n'y a plus ça. Et donc je ne fais plus que de l'IT, je ne fais plus que ce que j'aime. Et donc ça devient très facile. Ok, merci. Bon, ben, donc, si on a répondu à toutes les questions, ben, je vais arrêter l'enregistrement ici.